Bien, revenons en 1987, une année qui a commencé comme toutes les autres, mais pour un homme, elle allait marquer le début de quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Il n'avait que 28 ans, un homme discret, humble, travailleur et profondément loyal. Il menait une vie simple, sans luxe ni reconnaissance, mais par un soir pluvieux au milieu de cette année, son monde a basculé à jamais. Sa femme avait commencé le travail plus tôt que prévu. Elle portait leur premier enfant, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Ils se sont précipités à l'hôpital avec seulement un sac de vêtements de bébé et une petite couverture. Ils attendaient une petite fille, une seule, mais la vie, comme elle le fait souvent, avait un plan plus vaste. Lorsque les médecins l'ont examinée, leurs visages ont pâli. Ils ont appelé des infirmières, davantage d'appareils et de spécialistes. Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Un par un, les bébés sont arrivés. Et à chaque cri qui résonnait dans la salle d'accouchement, le cœur du père battait plus vite. À la fin de la nuit, il y avait 7 nouveau-nés allongés côte à côte, toutes en bonne santé, toutes respirant, toutes vivantes. 7, il n'arrivait pas à y croire. Personne ne le pouvait. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les médecins et les infirmières chuchotaient dans les couloirs. Une infirmière a pleuré d'incrédulité. La mère, encore faible mais tenant bon, n'a demandé qu'une chose, sont-elles en sécurité? Et oui, c'était cette minuscule miracle, toutes des filles, toutes avec des cheveux doux et dorés, des cils pâles et la même beauté fragile. Identiques en tout point, une bénédiction et un défi que personne n'aurait pu prédire. Mais si le monde a pu célébrer une naissance aussi rare, la véritable histoire ne faisait que commencer, car élever 7 bébés identiques n'était pas un conte de fées. C'était une épreuve de force, d'amour, d'endurance. Il n'y avait pas de sponsor, pas de caméra, pas d'aide gratuite. Ils devaient tout faire. Couches, biberons, berceuses et nuits blanches, 7 fois de suite. Alors que la plupart des gens avaient du mal avec un seul bébé, il en avait 7, et pourtant, il ne s'est jamais plaint. Il travaillait de longues heures, dormait à peine et réussissait quand même à embrasser chaque fille pour lui souhaiter bonne nuit tous les soirs. Il a tout abandonné, rêve, ambition, amis, pour les élever, n'est-ce pas? Certains disaient qu'il était fou, qu'il aurait dû en donner certaines à l'adoption, qu'il aurait dû partir, qu'aucun homme ne pouvait faire ce qu'il essayait de faire, mais il n'a pas écouté, car dès l'instant où il les a tenues dans ses bras, il a su que ces 7 filles étaient son but, sa raison de se réveiller, sa raison de continuer. Et ainsi, les années ont commencé à passer. À 3 ans, elles étaient déjà inséparables. Il les appelait ses petites étoiles, chacune brillant de sa propre lumière. Il a appris à les distinguer au son de leur rire, à la façon dont elles les traînaient et aux petites différences dans leur sourire. À 6 ans, elles ont commencé l'école. Le premier jour, les enseignants ont cru à une blague, cette fille qui se ressemblait exactement. Ils ont dû utiliser des rubans de couleur dans leurs cheveux pour s'y retrouver, mais même dans une foule, ils pouvaient toujours les trouver, quoi qu'il arrive. Ils connaissaient leur cœur. Ils savaient quand l'une d'elles souffrait, même si elle ne parlait pas. Ils savaient quand l'une d'elles avait peur, même si elle souriait, et elle, à leur tour, lui faisait plus confiance qu'à quiconque au monde. Il leur a appris tout ce qu'ils savaient, comment lire, comment faire du vélo, comment être gentil. Il leur a appris qu'être les mêmes à l'extérieur ne signifiait pas qu'elles devaient être les mêmes à l'intérieur, que chacune d'elles avait une âme, une voix, une destinée, mais la vie n'était pas facile. L'argent était toujours limité. Ils sautaient souvent des repas pour s'assurer qu'elles avaient assez. Ses chaussures s'usaient plus vite qu'ils ne pouvaient les remplacer, et pourtant ils souriaient parce que chaque sacrifice, chaque lutte était pour elles. Un hiver, elles sont tombées malades les unes après les autres, fièvre, toux, nuit blanche. Il est resté éveillé pendant des jours à les tenir, à rafraîchir leur front, à leur chuchoter des chansons. Il avait peur, peur d'en perdre ne serait-ce qu'une, mais il ne l'a jamais montré et elles ont survécu ensemble comme elles l'avaient toujours fait. Quand elles ont eu 10 ans, elles étaient connues de tous ceux qui les rencontraient, les 7 filles aux cheveux d'or, belles, brillantes et pleines de vie. Les gens les regardaient souvent, chuchotaient, prenaient même des photos, mais ils les protégeaient toujours, restaient toujours à leur côté. Un jour, un étranger lui a demandé « Comment faites-vous ? Comment avez-vous élevé cette fille tout seul ?» Il les a regardés et a dit quelque chose qui est resté gravé dans leur mémoire à jamais. « Je ne les ai pas élevées, ce sont elles qui m'ont élevé, elles ont fait de moi l'homme que je suis. » Mais même alors, l'histoire n'était pas terminée, car à mesure que les filles grandissaient,
les défis grandissaient également, et ce qui s'est passé quand elles sont devenues adolescentes, quand l'identité, la rébellion et le chagrin d'amour sont entrés dans leur vie, allait mettre à l'épreuve la force de tout ce qu'elles avaient construit. Cette partie de l'histoire arrive bientôt. Les années d'adolescence. Pour tout parent, c'est une tempête, mais pour un père célibataire de 7 filles identiques, c'était plutôt comme naviguer dans un ouragan sans carte. Chaque fille découvrait maintenant qui elle était vraiment, et bien qu'elles aient toujours les mêmes cheveux blonds doux et les mêmes yeux de couleur océan, leurs personnalités ont commencé à s'épanouir dans cette direction complètement différente. L'une aimait les livres et rêvait de devenir écrivain. Une autre était obsédée par les étoiles et voulait devenir astronaute. Une troisième fille a commencé à peindre à toute heure de la nuit, créant des couleurs que personne d'autre ne pouvait imaginer. L'une était calme, l'autre bruyante, l'une dansait sous la pluie, l'autre craignait les tempêtes, l'une riait trop facilement, tandis qu'une autre retenait ses émotions comme du verre, beau mais fragile. Et leur père, lui, se tenait au milieu de tout cela, regardant ces 7 cœurs battre à leur propre rythme. Mais avec l'indépendance est venue la distance. Elles ont commencé à remettre en question ces règles. Pourquoi était-il toujours si protecteur? Pourquoi ne pouvait-elle pas aller à des fêtes comme les autres enfants? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement être normale? Ce qu'elle ne comprenait pas, du moins pas encore, c'est qu'il n'essayait pas de les contrôler. Il essayait de les protéger d'un monde qui ne pourrait jamais pleinement comprendre leurs liens, d'un monde qui essaierait de les séparer, de briser ce qu'elles avaient toujours été. Pourtant, les disputes sont venues, des portes qui claquent, des dîners silencieux, des larmes derrière les murs des chambres. Un soir, l'aînée de quelques minutes, Émilie, a crié quelque chose qui a blessé plus profondément que n'importe quelle blessure. « Tu as abandonné ta vie pour nous et maintenant tu t'attends à ce que nous abandonnions la nôtre pour toi. » Il n'a pas répondu. Il est resté assis là, à regarder l'assiette de nourriture intacte devant lui. Il avait entendu beaucoup de choses dans sa vie, mais ces mots ont percé quelque chose à l'intérieur de lui qui n'avait pas été touché depuis des années. Mais même cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il s'est assis devant leur chambre à écouter, s'assurant qu'elles allaient bien, parce que c'est ce que fait l'amour, même quand ça fait mal. Le temps a continué d'avancer comme il le fait toujours. Quand elles ont eu 17 ans, elles avaient chacune des rêves différents, des amis différents, des chemins différents. Elles étaient toujours sœurs, toujours profondément liées, mais la vie commençait à les séparer. Les demandes d'admission à l'université, les plans de carrière, les intérêts amoureux. Certaines voulaient quitter la maison. Certaines avaient peur, et l'une d'elles ne voulait pas du tout grandir. Mais à travers tout cela, leur père est resté le même, fort, présent, calme, mais inébranlable. Pour leur 18e anniversaire, il leur a fait une surprise, 7 boîtes identiques, chacune emballée avec soin, chacune contenant la même chose, mais ayant une signification différente pour chaque fille. À l'intérieur, elles ont trouvé une lettre manuscrite personnalisée pour chaque fille, remplie de souvenirs dont elles seules se souviendraient, des moments qu'il avait collectés au fil des ans, cachés dans les coins tranquilles de leur vie. La façon dont l'une d'elles lui tenait le doigt quand elle était bébé. La fois où une autre est tombée et où il l'a portée sur 8 kilomètres jusqu'à la maison, le premier mot, le premier chagrin d'amour, le moment où elles l'ont regardé avec de l'amour dans les yeux et où il a su qu'il faisait quelque chose de bien. Chaque lettre se terminait par la même phrase, « Vous êtes mon cœur. Je choisirais cette vie 1000 fois rien que pour un de vos sourires. » Elles ont pleuré cette nuit-là, toutes les 7, non pas parce que les lettres étaient belles, bien qu'elles l'étaient, mais parce que pour la première fois, elles ont vraiment compris. Ils n'avaient jamais rien demandé, ne s'étaient jamais attendus à ce qu'elle soit parfaite. Ils voulaient juste qu'elle soit en sécurité, qu'elle soit aimée, qu'elle soit entière, et il avait tout donné, tout pour que cela se produise. Après cette nuit-là, quelque chose a changé. La tension n'a pas disparu, mais l'amour s'est approfondi. Elles ont commencé à voir leur père non pas comme un homme qui les limitait, mais comme un homme qui leur avait donné la liberté d'être qui elles étaient simplement en étant le mur qui maintenait leur monde ensemble. Et puis est venu le plus grand changement de tous, l'université. On leur avait offert des bourses d'études, certaines dans des villes différentes, d'autres dans des pays différents, et pour la première fois de leur vie, les filles seraient séparées. C'était terrifiant pour elles, pour lui. La maison qui avait autrefois résonné avec cette voix, cette paire de pas, cet rire différent, était soudainement calme, trop calme. Le jour où il a déposé la dernière fille à l'aéroport, il est resté au terminal pendant des heures après son départ, juste là, comme si peut-être, s'il attendait assez longtemps, elles reviendraient toutes,
mais elles ne l'ont pas fait parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là que la solitude a commencé. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas montré, mais à l'intérieur, il était perdu. Pendant près de 2 décennies, son monde avait tourné autour du fait d'être un père, et maintenant, avec la maison vide, il ne savait plus qui il était. Il se réveillait toujours à 6 heures. Il préparait toujours le petit déjeuner pour 8 personnes. Il laissait toujours la lumière du porche allumée au cas où. Et puis, un soir, quelque chose est arrivé par la poste. Une lettre, sans adresse de retour. Quand il l'a ouverte, une seule photo est tombée. Elle montrait une femme, jeune, souriante, debout devant un bâtiment universitaire, et il l'a reconnue immédiatement. C'était sa fille, mais quelque chose dans la photo a attiré son attention, pas seulement le sourire, pas seulement la joie. Dans sa main, elle tenait un petit morceau de papier, un signe. Il disait, « C'est pour toi, papa. Je deviens qui je suis grâce à qui tu étais. » Il a pleuré pour la première fois depuis des années. Et au cours des mois suivants, d'autres lettres sont arrivées, d'autres photos, d'autres signes de vie. L'une apprenait la médecine, l'autre étudiait l'art. L'une était tombée amoureuse. L'une construisait un abri pour les enfants sans abri. Chaque lettre racontait une histoire. Chaque photo était la preuve qu'elle ne faisait pas que survivre, mais qu'elle prospérait, et lentement, la douleur du silence s'est transformée en la joie de la fierté. Il a réalisé qu'il ne les avait pas perdus. Il les avait libérés comme des oiseaux d'un nid qu'il avait construit de ses propres mains. Mais juste au moment où tout semblait enfin se stabiliser dans la paix, un appel inattendu est venu d'un hôpital. Et ce qu'il a découvert là-bas allait ramener les 7 filles à la maison et changer leur vie à jamais. L'appel est arrivé à 2h47 du matin. Il venait de finir de lire l'une des lettres des filles lorsque le téléphone a sonné. Il a répondu d'une voix tremblante, sachant que les appels à cette heure-là n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. « Monsieur » a dit la voix, calme mais urgente. « Nous avons besoin que vous veniez. C'est à propos de votre cœur. » Son propre cœur s'est figé. Il avait toujours été en bonne santé, fort. Pas un seul jour à l'hôpital, sauf quand les filles sont nées, mais dernièrement, il y avait eu des moments, une oppression dans sa poitrine, des vertiges, un épuisement que le sommeil ne pouvait pas réparer. Il l'avait ignoré parce que c'est ce que font les parents. Ils endurent tranquillement jusqu'à ce que leur corps exige enfin de l'attention. Il a été admis pour observation, mais en quelques heures, le diagnostic est devenu clair. Insuffisance cardiaque avancée. Il avait besoin d'une intervention immédiate, d'une greffe, d'une liste d'attente, de temps, un temps qu'il n'avait peut-être pas. Il ne l'a pas dit aux filles, pas au début. Il ne voulait pas interrompre leurs rêves, leurs études, leur vie. Il les avait toujours protégées de la douleur, pourquoi commencer maintenant? Mais les secrets ont une façon de trouver la lumière. L'une des infirmières, inconsciente de la situation, a contacté la personne à contacter en cas d'urgence indiquée dans son dossier. C'était Émilie, l'aînée. En quelques heures, les 7 filles appelaient, pleuraient, et exigeaient des réponses. Il ne pouvait plus mentir. Il leur a dit la vérité. « Je vais bien », a-t-il dit, d'une voix calme et assurée. « Je suis juste fatigué. Peut-être que mon cœur est fatigué aussi, mais ne vous inquiétez pas. J'ai vécu une bonne vie, une vie pleine. » Elles n'ont pas accepté ça. Aucune d'elles. En 2 jours, les 7 sont rentrées à la maison, 7 femmes adultes maintenant, chacune différente, chacune puissante, et pourtant, en sa présence, elles sont redevenues les petites filles qui se disputaient les histoires du soir et s'asseyaient pelotonnées sur ses genoux. Elles se relayaient à l'hôpital. L'une préparait sa soupe préférée. Une autre apportait des livres. L'une peignait le mur blanc de l'hôpital avec des tournesols, comme elle le faisait sur le mur de leur chambre. C'était la première fois depuis des années qu'elles étaient toutes sous le même toit, mais ce n'était pas une célébration, c'était une veillée. Il souriait malgré la douleur, toujours le plus fort, toujours l'encre. « Je n'ai besoin de rien, disait-il. Asseyez-vous ici, c'est suffisant. » Mais elle voulait plus. Elle voulait rendre la vie qu'il leur avait donnée. Alors, sans lui dire, elles ont commencé à chercher des solutions, des donneurs, des spécialistes, des options, et puis une idée a émergé. C'était risqué, peu orthodoxe, mais c'était possible, en raison de leur rare correspondance génétique, l'une des filles pourrait être un donneur partiel viable suffisant pour soutenir sa fonction cardiaque et gagner du temps, mais c'était dangereux.
La procédure pouvait affecter la propre santé du donneur à long terme. Aucune d'elles n'a hésité. « Je vais le faire », a dit Émilie. « Non », a dit la deuxième. « C'est moi qui le ferai », a dit la troisième. Toutes les 7 se sont portées volontaires sans hésitation, sans peur. Les médecins étaient stupéfaits. Jamais au cours de leur carrière, ils n'avaient vu une chose pareille, 7 sœurs identiques, toutes prêtes à sacrifier une partie d'elles-mêmes pour sauver leur père. Après une semaine de tests, l'une a été sélectionnée. Son corps était le plus compatible. Sa guérison serait la plus rapide, elle a pleuré, non pas par peur, mais par soulagement. « J'ai attendu toute ma vie un moyen de le remercier », a-t-elle murmuré. « C'est la première fois que je le peux. » L'opération a été programmée. La veille au soir, ils se sont assis ensemble, sans machine, sans tube, juste les 8, père et fille racontant des histoires, riant, se souvenant. L'une d'elles lui a demandé « Papa, as-tu peur ?» Il a regardé autour de la pièce chacun de leurs visages et a secoué la tête. « Comment pourrais-je avoir peur ?» a-t-il dit, « quand je suis entouré de tout ce que j'ai jamais fait de bien dans ce monde ?» Le lendemain matin, la procédure a commencé. Les heures ont passé, le monde a attendu, puis le médecin est sorti, avec succès. Le donneur était stable. Le père se rétablissait, larmes, rires, silence, le genre de silence qui ne vient qu'après un miracle. Elle l'avait sauvé. Il les avait sauvés une fois, et maintenant elles avaient rendu le cadeau. La guérison a été lente. Il a dû apprendre à se reposer, à accepter l'aide. Ce n'était pas facile, mais chaque matin, il se réveillait avec l'une de ses filles qui lui apportait du thé ou lui lisait ou qui était simplement assise à côté de lui, et lentement, la maison qui avait autrefois été remplie du chaos de l'enfance était maintenant remplie de paix. Elles sont restées pendant 3 mois. Personne ne leur a demandé de le faire. Elles l'ont simplement fait, et pendant cette période, quelque chose de beau s'est produit. Elles ont commencé à écrire ensemble. L'une a suggéré un livre. « Racontons notre histoire », a-t-elle dit. Au début, il a résisté. Personne ne veut entendre parler d'un vieil homme qui élève des enfants, mais elles ont insisté, et alors elles ont commencé. Elles ont écrit sous différents angles, sa voix, leur voix, des moments dont elles se souvenaient différemment, des disputes qui sont devenues des blagues, une douleur qui s'est transformée en poésie, et plus elles écrivaient, plus elles guérissaient, parce qu'écrire ne consistait pas seulement à se souvenir. Il s'agissait d'honorer, de donner un sens à chaque sacrifice, à chaque larme, à chaque petite joie qui avait autrefois été enfouie dans l'épuisement. Elles l'ont intitulé « Cette étoile et le ciel d'un père », et quand il a été terminé, elles l'ont publié tranquillement, sans attente, sans publicité, mais en quelques semaines, il est devenu viral. Les gens du monde entier ont commencé à le lire, à pleurer dessus, à le partager, parce que ce n'était pas seulement l'histoire d'une famille. C'était une histoire d'amour, de courage, de ce que signifie tout donner sans rien demander en retour. Des interviews ont suivi, des invitations, des documentaires, mais rien de tout cela n'avait d'importance, car pour l'homme qui avait autrefois bercé cette bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme, la seule récompense qu'il ait jamais voulu était celle-ci, que ses filles soient heureuses, qu'elles sachent qu'il les aimait et qu'elle porterait son cœur en elles pour toujours. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, car ce qui s'est passé pour le premier anniversaire de l'opération allait changer leur famille d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. C'était exactement 1 an après l'opération qui lui avait sauvé la vie, 1 an après que ces 7 filles se soient tenues ensemble dans un couloir d'hôpital, retenant leur souffle, attendant de savoir si leur père allait se réveiller, il l'avait fait, et depuis lors, la vie avait lentement commencé à ressembler à quelque chose qui se rapprochait de la paix. Mais le matin de cet anniversaire, alors qu'il était assis à la table de la cuisine en train de siroter du thé, sa fille lisant à proximité, une lettre est arrivée, pas un courriel, pas un message sur un téléphone, une lettre manuscrite scellée dans une enveloppe sans adresse de retour. Il l'a ouverte lentement, s'attendant peut-être à une note d'un lecteur ou à un message d'un vieil ami. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur a failli lui faire tomber sa tasse. Là, dans une écriture soignée, il y avait les mots « Vous ne me connaissez pas, mais je sais qui vous êtes, et je pense que nous pourrions être liés par le sang ». Il l'a lu 3 fois. La lettre continuait. L'auteur affirmait être une femme au début de la quarantaine. Elle expliquait qu'elle avait été adoptée quand elle était bébé en 1987, la même année que la naissance de ses filles. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques, mais récemment, après avoir passé un test ADN, elle avait découvert une étrange correspondance avec un arbre généalogique public lié à son nom de famille.
Elle n'était pas sûre. Elle ne voulait pas présumer, mais quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'il y avait une vérité enfouie sous le silence. Il était stupéfait. Il l'a lu encore et encore, son esprit s'emballant. Une fille, mais comment? Il n'avait jamais, non, il n'y avait jamais eu d'autre enfant, jamais d'autre liaison secrète, jamais d'autre femme. Sa vie depuis ses 20 ans n'avait été que travail et paternité, et pourtant, la lettre a remué quelque chose en lui, un souvenir, une seule nuit, une nuit à laquelle il n'avait pas pensé depuis des décennies. Un hôpital, un moment de confusion. Il s'en souvenait maintenant, sa femme, épuisée par le travail, sombrant dans l'inconscience par moments, les médecins se déplaçant rapidement, déplaçant les bébés d'une pièce à l'autre, le chaos, 7 bébés, mais aurait-il pu y en avoir 8? La pensée l'a glacé. Il n'a rien dit à ses filles au début. Il ne savait pas comment. Comment dire à vos enfants qu'il pourrait y avoir quelqu'un là-bas, quelqu'un avec le même sang, les mêmes yeux, les mêmes cheveux blonds qui avaient grandi sans eux. Mais le lendemain matin, il leur a montré la lettre. Il s'attendait à de l'incrédulité, de la résistance, peut-être même de la colère, mais ce qu'il a vu à la place, c'est du silence, de la réflexion, et puis l'une d'elles a parlé. Et si c'était vrai? Une autre a suivi. Alors nous devons la trouver, et juste comme ça, la famille est partie pour un nouveau voyage. Ils ont contacté la femme. Ils ont organisé une rencontre. C'était prudent, nerveux, sans promesse, mais au moment où elle a franchi la porte, toute la pièce s'est arrêtée. Elle leur ressemblait, même visage, même taille, même expression douce. Il est resté sans voix. Les filles la regardaient, les mains tremblantes, et puis l'une d'elles s'est avancée, a pris la main de l'étrangère et a murmuré « Nous t'attendions ». Elle s'est effondrée en larmes. Lui aussi, et à cet instant, le passé, la douleur, le mystère, tout s'est fondu dans quelque chose de nouveau, l'appartenance. Elle a expliqué le peu qu'elle savait. Ses parents adoptifs étaient décédés il y a des années. Les dossiers de son adoption étaient minimes. Il n'y avait aucune mention des parents biologiques, aucune indication de la façon dont elle était arrivée à l'orphelinat, mais le test ADN avait tout changé. Il l'avait menée à un cousin, puis à un arbre généalogique, puis au livre 7 étoiles dans le ciel d'un père. Elle l'avait lu.